avec Olivier Ezrati pour vous présenter, moi-même Fanny Bouton et lui-même Olivier, le CES et tout ce qui est la next-gen du CES, ce qu'on a pu repérer cette année. Pas pour toi de retour du CES, en tout cas de rapport cette année. Je viens de publier mon compte-rendu en ligne. Voilà. Il fait quand même une trentaine de pages, hein, mais c'est la version courte. C'est la version courte au lieu des 300 pages. Ouais. Alors cette année, les next-gen, c'était quoi et comment s'est passé le CES? Déjà un CES online, hein, on l'a vu, c'était un peu spécial. Et on va faire ce retour. Alors, on va essayer d'être assez rapide. On a une demi-heure, ça va. On va avoir le temps quand même de raconter des choses. On a le temps de faire un tour d'horizon assez large. En fait, très souvent, quand on essaie de raconter le CES, on aime bien trouver des sortes de méta-tendances. Mais la réalité, c'est que c'est des tendances assez prosaïques, hein. C'est la télé, c'est les PC, c'est les mobiles, c'est les automobiles. C'est des catégories assez bien délimitées. Alors, on pourrait parler de Smart City, même s'il n'y a pas grand-chose à voir en pratique. Tout à fait. Donc, en fait, les grandes tendances, c'est des produits. Et des produits de la vie de tous les jours qui nous concernent au quotidien à la maison. C'est le Consumer Electronic Show, hein, donc c'était vraiment celui de la le nom consommation d'origine. Ouais. Alors on a vu qu'il y avait beaucoup de composants. Alors cette année, comme tous les ans, ce qu'on a pu repérer, c'est qu'il y avait encore des télés nouvelle génération qui étaient extrêmement encore upgradées. Tous les ans, ils nous font le coup. Hein. Voilà, donc bon, alors pas de grosses nouveautés, on n'est pas arrivé au 16K, on est encore au 8K, mais par contre... et toujours de la 4K, mais par contre, ça s'est amélioré. Donc, est-ce que tu peux nous raconter? On a vu les Samsung Neo QLED et les LG aussi QLED. Quelle est la différence par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce qui fait que c'est nouveau? En fait, il n'y en a pas de différence. La différence est plutôt le niveau d'investissement marketing des constructeurs et le niveau de maturation des technologies au niveau de la fabrication. Donc la quasi-totalité des technologies qui ont été présentées cette année étaient déjà présentées l'année d'avant et encore l'année d'avant. Sauf qu'il y a 1 an ou il y a 2 ans, c'était des offres marginales et maintenant ça devient des offres qu'on pourrait qualifier de mainstream, c'est-à-dire au catalogue, avec un prix, etc. Alors première offre, c'est ce qu'on appelle les télé mini LED. Alors j'aime bien expliquer ce que c'est parce que c'est de la techno, j'adore la techno de la vidéo. Ouais. Alors ça a des noms bizarres, hein. Ça devient Neo QLED chez Samsung effectivement et LG QNED. Alors, il faut le retenir, le truc, hein, c'est pas évident, chez LG. Il y a toujours des Quantum Dots, mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Il faut rappeler que les Quantum Dots, c'est des poudres de perlimpinpin qui sont mises dans l'écran LCD qui améliorent les couleurs, pour faire simple. C'est quantique. Hein. C'est quantique. Et en fait, les mini LED, c'est simplement des LED qui sont mis derrière la matrice LCD et qui servent à améliorer le contraste. Parce qu'au lieu d'éclairer avec plein de LED sur le côté, ce qui fait que l'ensemble de l'écran est éclairé de manière homogène par les LED, on met une LED à peu près tous les centimètres ou tous les demi-centimètres. Et donc, on éclaire les zones où il y a de la lumière. Et puis, on éteint les LED là où il n'y a pas de lumière. L'intérêt, c'est que ça améliore les noirs. Et les constructeurs essayent d'améliorer les noirs depuis des années. Ils nous enquiquinent avec ça, ça sert à rien. En fait, moi, je suis complètement accro là-dessus parce que le noir des OLED ou le noir des mini LED, c'est sympa, mais en fait, le noir n'existe pas dans les contenus, donc on s'embête pour pas grand-chose. Bref. Alors, on avait aussi cette année, du coup, on est passé carrément au micro LED, donc c'est encore plus petit. Alors, les micro LED, c'était déjà présenté l'année dernière. Alors, l'année dernière, ça s'appelait The Wall. Chez Samsung, c'était l'énorme mur. Ils avaient fait un mur qui était grand comme ce qui est derrière nous, là, un mur de 4-5 mètres, de 4-5-6 mètres de large, qui était créé avec des micro-LED. Et qu'est-ce que c'est des micro-LED? C'est un peu comme des OLED. C'est des LED émissifs, donc c'est des composants électroniques qui émettent de la lumière en rouge, en vert et en bleu, et qui présentent un avantage d'efficacité énergétique, de grande luminosité, meilleur que l'OLED, et aussi de bonne colorimétrie. Et c'est très modulaire, parce que en fait, c'est des carrés qu'on peut assembler comme on veut, en théorie. Alors, ce que Samsung présentait aujourd'hui, c'est une image qui ressemble à ce qu'on voit là. C'est une belle télévision de pas mal de pouces, hein, près de 100 pouces. Ça peut aller jusqu'à 110. Voilà, ça peut aller jusqu'à 110 pouces, qui est faite pour le salon. Et alors, cette photo est assez intrigante parce qu'on peut dire pourquoi ils ont fait cette photo. Ouais. Eh ben, on peut l'expliquer, cette photo. J'aime bien faire du forensic, comme dans les séries télé américaines. Cette photo est faite dans un salon qui est éclairé par la lumière de l'extérieur. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un écran OLED, si tu le mets dans cette situation-là, tu verras pas bien l'image. Parce qu'un écran OLED, c'est pas très lumineux. Alors que le micro-LED, c'est très lumineux. Donc, dans un salon éclairé par l'extérieur, tu verras quand même l'image. Même avec un contre-jour, etc., on n'a pas le décalage des deux lumières, finalement. Exactement. Bon. Et alors, la petite nouvelle, le truc sympa, c'est la télécommande. Mais oui, alors justement, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils vendent ça avec une télécommande qui est alimentée par énergie solaire. Donc, c'est cohérent, finalement, parce que tu regardes la télé dans un environnement lumineux et ta télécommande est alimentée par la lumière du jour ou la lumière de ta pièce. Quoi, on sait que souvent, il faut fermer les rideaux en plein été pour pouvoir voir un film. Là, a priori, il n'y aurait plus besoin, c'est sympa. Bon, par contre, c'est tout le monde n'a pas une maison avec une baie vitrée comme ça. Voilà, avec une baie vitrée, et puis il n'a pas le porte-monnaie pour l'acheter parce qu'elle est quand même... comme d'habitude, c'est les prix des écrans au départ, mais on est à plus de 100 000... Ouais, mais ça cache une réalité industrielle
qui d'ailleurs explique souvent des échecs de nouvelles technologies présentées au CES, comme le Crystal LED de Sony il y a 8 ans, sont des technologies qui coûtent trop cher à fabriquer. Et c'est le cas du micro-LED aujourd'hui. On ne sait pas le fabriquer à un coût raisonnable. Donc certes, ils ont un modèle commercial qui est présenté et qui est censé être vendu à la FNAC bientôt, mais il n'est pas du tout évident qu'ils arrivent à le fabriquer à un coût raisonnable. Donc, question mark, comme on dit. Voilà. Après, on sait très bien que ces écrans à plus de 100 000 euros à chaque fois, ils finissent dans nos salons à 3 000 puis 1 000 euros. Mais oui, mais enfin, certains oui et d'autres non. Celui-là, je ne mettrais pas ma main à couper, mais celui d'avant, oui. Bon, écoute, le micro-LED, oui. Le micro-LED, oui. Le mini LED. Le mini LED, oui, mais le micro LED, non. T'as vu, je suis Olivier. Bien, ouais. Alors, toujours dans les écrans, mais beaucoup plus petits et transportables, le smartphone. Alors, d'habitude, on en parle plus à Barcelone, mais depuis quelques années, on a vu que ça se développait au CES. Et il y avait des nouveaux modèles de présentés, en tout cas des nouveaux prototypes. Donc, on a revu le LG Wing avec l'écran qui pivote. C'est intéressant. Ce qui a été intéressant cette année, c'était enfin la mise en application, après les écrans souples pliables, les écrans enroulables. Ça fait des années qu'on voit des démos sur les salons internationaux, mais il n'y avait pas encore eu un produit qui sortait. Et là, il y en a eu 2. Il y a TCL avec son Rollable Smartphone et puis le LG Rollable Smartphone aussi. Pour l'instant, c'est les noms des prototypes. En fait, il n'y a pas de nom de produit encore parce que c'est plutôt des protos qui sont montrés. C'est vraiment des protos, c'est intéressant. On en rêve. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on designait, on dessinait on imaginait un stylo où on pourrait dérouler l'écran et il serait tactile et tout. Bon, c'est un peu plus gros que le stylo, mais ça commence. Qu'est-ce que tu penses de ce marché? On a vu le marché des pliables, c'est cher, mais finalement, ça se vend quand même. C'est assez surprenant. Est-ce que ça va rester un marché de niche ou est-ce qu'il faut vraiment un futur du smartphone? Moi, je suis, disons, un peu dubitatif parce qu'il y a d'abord, il y a une très grande diversité de formats. Et la diversité fait que c'est difficile de savoir lequel va gagner. En général, à un moment donné, quand un nouveau format arrive, il y en a un qui émerge, qui dépasse les autres. Alors, parmi tous les formats qu'on voit là, dans ce joli slide, j'aurais tendance à dire que celui de Samsung avec son Fold 2 qui est sorti il y a quelques mois, c'est probablement le plus abouti parce qu'il se déplie en format carré, donc ça fait une tablette, et surtout l'écran qui est de l'autre côté, qui s'affiche quand on le ferme, il occupe toute la surface de l'écran. Ce qui n'était pas le cas du Fold 1 qu'ils avaient annoncé il y a un an, qui était pourri parce que l'écran était tout petit. Bon. Alors ça, c'est pas trop mal. Malgré tout, ce qu'on ne voit pas bien dans ces photos, et surtout pour ceux qui sont pliables, c'est qu'une fois qu'ils sont pliés, ils sont assez épais. Donc finalement, on a remplacé une taille par une épaisseur. Et dans les poches, l'épaisseur, c'est pas toujours bienvenu non plus. Ça rajoute du poids, ça rajoute de la consommation d'énergie. Donc c'est pas idéal. J'aurais tendance à dire que le bon smartphone de grande taille, 6 pouces à 7 pouces, c'est sympa. C'est le format du dernier iPhone, c'est le format des derniers Samsung. En fait, on se rend compte depuis 4-5 ans, on a quand même atteint la maturité des smartphones et que c'est difficile d'innover et de faire quelque chose de nouveau. Il y a des essais. Il y a des innovations, mais qui sont cachées dans le design. On a du mal à sortir de ça. Les grandes innovations dans les smartphones. D'abord, il y en a une qui est quand même majeure, c'est la 5G, même si on ne peut pas en profiter encore partout. À Paris, en tout cas. Il y a des endroits où on peut commencer à en profiter. Voilà. L'offre Free vient de sortir, ça va arriver. En tout cas pour la France. Mais aux États-Unis, c'est déjà disponible depuis 1 an, 2 ans, chez Verizon et compagnie. En Asie, évidemment, c'est déjà le cas, en Chine, au Japon, en Corée. La 5G, ça va être quelque chose d'intéressant. On va revenir dessus d'ailleurs. Et la 5G, d'ailleurs, va équiper les gens avant même que l'offre soit disponible. Donc la démocratisation de la 5G, on commence à voir justement des processeurs à l'intérieur comme le Qualcomm Snapdragon 480 qui commence à qui a été annoncé et qui commence du coup à permettre de faire des smartphones 5G à des prix abordables et grand public. En fait, il y a 3 étapes. La première étape, ça a été les premières gammes de processeurs qui sont sortis il y a 2 ans, qui est arrivé par le haut de gamme, ce qu'on appelle le 865G, donc chez Qualcomm. Il y a eu une deuxième génération qui est sortie il y a 1 an, qui était le 765G, qui en gros permettait d'aller toucher des smartphones milieu de gamme, et donc des smartphones autour de 300 à 400 euros. Ce qui commence à descendre par rapport à ceux qui sont au-dessus de 800 euros. Et avec le dernier Qualcomm, la 485G qui est annoncé au moment du CES, on va descendre en dessous de 300 vraiment résolument. Et donc, on va pouvoir couvrir quasiment l'intégralité des gammes de smartphones pour faire de la 5G. Voilà, donc là, on commence vraiment à arriver à l'avènement de la 5G, en tout cas dans le déploiement technologique. Le temps que ça arrive et que les gens aient les abonnements, ça va tu vois les chiffres de cette prévision de la CTA. Voilà. On voit qu'en gros, dans 1 an, la moitié des smartphones vendus seront 5G et dans 2-3 ans, on sera à plus de 80%. Donc le marché va migrer petit à petit. Et la base installée va se créer petit à petit, comme ça a été le cas pour la 4G en fait. Est-ce que tu peux nous redire quand même
qu'est-ce que ça va nous changer par rapport à la 4G? Rien. Un des meilleurs exemples. Le meilleur exemple, c'est les opérateurs télécoms n'aiment pas quand je dis ça, mais ça va rendre la 4G opérationnelle. C'est-à-dire que, par exemple, ici, là, ça marche pas forcément à très haut débit. Donc, en fait, là où la 4G est moyenne, la 5G sera meilleure. Et là où la 4G est bonne, bah, la 5G permettra d'avoir de très très haut débit. Mais il va y avoir une sorte de nivellement, tu vois, c'est-à-dire que ça dépend du nombre d'utilisateurs que tu as aux endroits où on l'utilise, et il n'y a pas de miracle, hein. La bande passante... on sait d'ailleurs que CES, en général, quand on met tous les journalistes tech ensemble, tout crache, parce qu'on est trop à être sur les antennes. Et après, il faut bien voir que la 5G, c'est la théorie du tout des télécoms. Pourquoi? Parce que la 5G, c'est 2 lettres, mais ça couvre tous les standards des télécoms, de la connexion entre les objets pour l'industrie, à bas débit, donc il n'y a rien à voir avec notre smartphone, hein, jusqu'effectivement au smartphone à plusieurs gigabits par seconde. Et avec toutes les applications entre les deux, y compris des applications temps réel pour ce qu'on appelle les applications critiques dans la santé, dans la robotique, dans l'industrie. Donc en fait, la 5G, ça recouvre tous les standards des télécoms que les télécoms vont utiliser dans les 10 ans qui viennent. Je ne parle même pas de la 6G. Hein. Puis il y a un dernier point. Parce qu'on a plein de trucs à voir. Il y a un truc à dire sur les smartphones quand même, c'est que, en tout cas moi ça me concerne personnellement, c'est que la grosse nouveauté qui fait évoluer les smartphones, c'est quand même la partie photo. C'est que la capacité à prendre de belles photos et de belles vidéos, elle s'améliore radicalement tous les ans. Moi, je suis en train de me demander si je vais continuer d'utiliser mon réflexe. Truc de dingue. Si Olivier Ezrati n'a plus de réflexe, je vais continuer quand même. La photo. Quand je voudrais faire de la qualité, vraiment un truc sympa. Le vrai effet bokeh. Mais dans le vrai effet bokeh, mais pour le tout venant, pour capter un peu tout, n'importe où, y compris en basse lumière, on fait des trucs extraordinaires avec maintenant, y compris des smartphones à 300 €. Donc, bon, voilà, ça change la vie, ça. Alors, on va voir que le Covid est passé par là et que ça s'est bien ressenti sur le salon et dans tout type d'innovation, partout dans toutes les pièces de la maison et en dehors. Et on va commencer par un outil pareil qui évolue plus beaucoup au niveau du design. Hein, ça stagne depuis quelques années, c'est le laptop. Mais par contre, on voit que c'est des composants électroniques à l'intérieur qui s'améliorent. Et le Covid, qu'est-ce qu'il fallait de mieux cette année? Des meilleurs microphones, des meilleures webcams et une meilleure sécurité, des meilleures protections, donc Exactement. Le software aussi. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça? Le point clé, là, c'est 2 exemples avec HP et Dell, qui, je pense, et ça va être suivi par tous les autres constructeurs, ils ont enfin sorti des laptops avec des webcams Full HD. Parce qu'il faut bien voir que depuis que ça existe, les webcams, y compris du Mac, des MacBooks, sont pourris. C'est des webcams 720p, basse résolution, une image dégueulasse en général, qui est pire que même l'image de la caméra frontale pour les selfies dans un smartphone bas de gamme. Donc enfin, on voit arriver des caméras de meilleure qualité. Bon, ils rognaient sur les prix, il faut dire, c'est simplement ça. Et donc maintenant, ils essaient de au moins s'aligner sur les smartphones pour faire quelque chose de correct. Donc on va enfin pouvoir faire des zooms ou équivalents de bonne qualité en vidéo. Sans avoir à racheter une webcam supplémentaire. Comme moi je le fais, et comme toi tu le fais avec une caméra que tu rajoutes sur ton écran. Et ça va un petit peu changer la vie. Comme les gens vont continuer quand même à travailler à distance, même après le Covid, ça sera utile. Et puis on est encore dedans pour l'instant. Alors l'autre élément qu'on porte tous les jours maintenant dès qu'on veut sortir, c'est le masque. Et alors, on a vu plein de petites choses qui sortaient. Alors il y a le casque intégral, carrément, le Seguro AirSafe. Je te verrais bien avec ça. Ça fait casque de moto en fait, mais ceci dit, des fois je préférerais parce qu'au moins on ça protège les yeux. On verra l'expression du visage, voilà. Bon, ça peut être sympa. On pourrait voir un peu plus l'expression du visage. Après c'est vrai que c'est intégral et alors a priori ça se nettoie aussi tout seul. Ça fait un peu Power Rangers, je sais pas. Ouais, mais bon, les masques, ça fait plein. Après voilà, dans les masques, on a vu d'autres masques. Alors ceux qui s'auto-nettoient, ceux qui sont connectés, qui permettent d'avoir justement quand les filtres sont sales, de savoir quand les changer. C'est ce que fait AirPop par exemple, qui vient des Pays-Bas. Voilà, le masque ventilé X-Rapid. C'est bien, ça pose... Français. Voilà, c'est bien. On en connaissait AirPure aussi, qui faisait ça aussi depuis quelques années. Des nouveaux... C'est beaucoup de produits comme ça qui sont annoncés, mais finalement qui existaient déjà et qui sont un petit peu améliorés. Ils sont pas parfaits en fait, non plus. Ils avaient été... C'est des produits qui très souvent avaient été créés pour le marché asiatique. Parce que le marché asiatique n'a pas attendu le Covid pour porter des masques. Non, quand on est malade, on porte un masque. Là-bas, on porte un masque. La pollution dans certaines villes en Chine et ailleurs fait qu'on porte un masque. Au Japon, on a l'habitude de porter des masques. Donc, c'était déjà un marché naturel. Et le Covid a amplifié le marché. Par contre, le Covid a créé de nouveaux besoins. J'aime bien le cas de Maskphone, qui est une boîte anglaise, qui te propose d'intégrer en fait le micro dans le masque pour éviter de parler de manière atténuée. C'est comme en moto, on a des casques intégrés maintenant pour pouvoir écouter la radio ou faire prendre des conversations téléphoniques. Là, le masque de protection à les écouteurs intégrés, c'est pas mal. Et avec un filtre remplaçable, ce qu'on fait couramment, même si je ne suis pas sûr. Les oreillettes sans fil avec le masque, dès que tu l'enlèves, à chaque fois tu fais voler les oreillettes, tu les perds, c'est pas hyper rentable.
la désinfection, alors encore et toujours, on a vu alors tout ce qui est à base d'UV, et là on va revenir. Alors il y a ce qu'on a dans les pièces fixes, hein, donc des gros trucs quand même qui prennent de la place, il faut pouvoir les mettre. Et puis ceux qui émettent des produits en fait et qui purifient l'air. Et on a vu aussi les versions portables. En fait, les sprays, c'est ça. Voilà, ça pchit plein de trucs dans l'air. Alors moi j'ai beaucoup aimé le Scotch Magic Fogger qu'on peut avoir dans son sac à main et on arrive dans la voiture et on passe. Je sais dans ton Uber, voilà, dans le Uber, on arrive. Attendez, je désinfecte. C'est pas mal, c'est des produits, en fait, des détergents qui sont déjà utilisés depuis des années dans les services médicaux, hospitaliers et autres. Donc c'est pas mal comme petites innovations. Ce qui est intéressant, moi j'aimerais y revenir, c'est sur les UV parce qu'on voit beaucoup de produits, en particulier à l'aide sur des boutiques comme Amazon et autres à commander en ligne. Et en fait, ça marche pas tous les UV, il en faut des particuliers. Tout à fait. La désinfection avec des UV utilise ce qu'on appelle les UVC. Les UVC, c'est les UV de haute fréquence. Il y a UVA, UVB, UVC. Donc quand tu es UVA, tu es proche de la lumière visible, proche du bleu. Et quand tu es UVC, tu t'éloignes et tu te rapproches des rayons X dans la bande des fréquences. Et l'UVC, comme c'est des UV à très haute énergie, il faut des outils particuliers pour les émettre. Alors aujourd'hui, malheureusement, on ne sait pas le faire avec des LED. Le rendement énergétique est pourri, ça ne fonctionne pas. Donc on utilise ce qu'on appelle des lampes à eximère. C'est en gros des néons, pour faire simple, qui ressemblent à ce qu'on voit sur les deux robots de LG et de UBTech, qui est chinois, qui sont présentés ici. Et donc c'est des espèces de grosses lampes qui peuvent être fixes ou mobiles. Et là où la techno présentée au CES était intéressante cette année, c'est que ces deux robots, finalement, c'est une sorte de réutilisation de robots. Tu sais, les robots à tablettes. Les tablettes de téléprésence, ce que j'appelle les tablettes roulantes, les robots de téléprésence ou des robots de renseignement, ils ont viré la tablette, ils ont mis les néons à la place, et ces systèmes-là, ils vont parcourir les hôtels, les hôpitaux, les salles de classe, les entreprises. Pas chez toi, parce que je pense que c'est pas abordable pour chez toi, mais en gros, les lieux publics. Et les lieux publics, quand il n'y a personne. Donc, par exemple, le soir, on redésinfecte tout. Et c'est mieux que de mettre plein de produits toxiques dans l'air aussi supplémentaires. Voilà. Donc et c'est pas polluant. Hein. Voilà. Et ça tue pas que le Covid, ça tue en fait tous les virus, les virus, les bactéries, un certain nombre de choses qui sont tuées par les UVC. Voilà. Alors, les robots, justement, il y en avait d'autres, les robots ménagers. Alors, tous les ans, ça évolue. Il y a toujours le fameux robot aspirateur qui fait un peu plus. Là, cette année, il détecte un peu plus le type de saleté. C'est plus il détecte où est la saleté, c'est le type de saleté. Il va s'adapter au nettoyage. Et puis, alors moi, j'ai beaucoup aimé, forcément, c'est celui qui vide le lave-vaisselle et peut te servir un verre de vin, a priori. Oui, mais alors dans tes rêves. Alors ça, c'est typique du CES. C'est le produit qui est montré, mais qui ne sera jamais vendu parce que ça ne marche pas. Parce que c'est le genre de produit où la démo dans la vidéo marche, mais en fait, quand tu le mets chez toi, ça ne marche plus parce que ce n'est pas s'adapter à son contexte. Et la robotique, c'est un des domaines les plus compliqués de l'IA. Et on n'est pas prêt de voir ça marcher vraiment de manière courante pour la maison. Alors par contre, celui du milieu, je l'aime bien. Le Samsung JetBot 90 AI+. C'est un nom un peu long. Hein. Il ferait bien d'aller Ils ont du mal avec refaire leur branding. Mais c'est un robot aspirateur, on va dire. Bon, ok, mais il a des chenilles. Donc il est un peu plus tout-terrain que les robots habituels. Et il est dans la tendance des robots aspirateurs. C'est qu'il est... il est doté finalement de tous les capteurs qu'on a dans les véhicules autonomes. Il y a un lidar, il y a des capteurs ultrasons, il y a des radars. Enfin, il y a vraiment plein d'innovations de capteurs à l'intérieur. Par contre, ça coûte plus cher. Hein. Alors, ils essayent évidemment d'en baisser les prix, mais c'est des usines à gaz avec des processeurs pour l'avoir embarqué. Moi, ce que je note, c'est qu'il est quand même très épais, qu'il ne faut pas avoir des buffets ou des canapés bas, sinon ça passe pas en dessous. Non, il ne va pas passer n'importe où. Et la démo, je vous recommande la vidéo de Samsung qui est absolument extraordinaire. Il y a un chien, un chat qui font tomber tout partout dans la maison, mais c'est une maison où il n'y a rien par terre, donc en fait, c'est facile de faire le ménage. Et puis celui à gauche, je trouve sympa, c'est un aspirateur avec un nom impossible à retenir. C'est un aspirateur qui est capable d'aller à sa station de base et il vide son sac. Enfin, c'est pas un sac, mais il vide son réservoir. Il vide son réservoir de poussière. Voilà, ça, c'est pas mal. Après, il faut vider le réservoir du réservoir. Alors, maintenant, ils n'ont plus qu'à faire le robot qui nettoie aussi les cheveux qui se coincent autour des roues du robot, parce que moi, c'est là où je perds le plus de temps maintenant celui de droite, avec le mien. Ouais, exactement. Alors, on va enchaîner. Rester en bonne santé toujours. Alors, on progresse. L'année dernière, c'était la brosse à dents qui arrivait à savoir si vous étiez bien brossé les dents dans tous les recoins et tout. C'est Philips toujours. Et puis là, cette année, carrément, il faut colibri, les Français. Ouais. Ils détectent les caries, c'est ça. J'ai rien compris. Mais en fait, ils ont après, un système. Il est capable d'analyser quand même la qualité de tes dents. Bon, en fait, ils essayent plus ou moins de te faire un rendez-vous avec le dentiste à distance. C'est du pipeau, mais bon, voilà. Ils essayent. Et donc après, on sait tous qu'on télétravaille beaucoup, qu'on est tous très fatigués. Et donc le top, ce serait d'avoir cette fameuse baignoire Stillness. C'est mieux que les onsen japonais.
Et alors toi, t'aimes bien parce que ça se remplit par le bas. Ah oui, je trouve que c'est marrant, ça remplit par le bas, ce qui fait que ça ne fait pas de vagues. Il y a de la fumée, il y a de l'aromathérapie, de la luminothérapie avec les lumières sur le côté. L'eau, elle coule sur le bord, en fait. Donc, il faut que tu prévois une baignoire en dessous de la baignoire, quoi, pour que ça marche bien. Alors, j'ai regardé les prix. Quand tu veux toutes les options, et ça ne tient pas compte du maçon qui va te l'installer, tu en as pour 16 000 $. Oui, mais bon, Voilà. je pense que si tu t'installes ça chez toi, c'est que tu as les moyens d'avoir le reste. A priori, oui. Alors, toujours dans la santé aussi, le bilan cardiaque mobile. Tous les ans, on voit des petits trucs, ça évolue. Est-ce qu'on peut vraiment faire aussi bien que chez le médecin ou en allant Non. à l'hôpital? D'ailleurs, c'est très trompeur. Ces produits sont extrêmement trompeurs parce que dans leur marketing, ils disent toujours qu'ils vont faire un bilan de santé. Mais genre la santé en général. Hein. Donc, tu regardes ce que ça fait. Ça fait ce qu'on appelle un électrocardiogramme 2 ou 3 points qui permet d'évaluer environ 10% des pathologies cardiaques que tu pourrais potentiellement avoir, ce qui n'est pas beaucoup, hein, mais quelques-unes qui sont importantes, comme la fibrillation atriale, mais ça ne couvre pas tout. Après, ça te mesure le pouls, la tension, plus ou moins bien. Et après, avec du machine learning, c'est censé te détecter des problèmes, mais ça ne couvre que, en gros, un petit bilan cardiaque. Mais ça ne couvre pas l'ensemble des problématiques que tu pourras avoir qu'on détecte avec un bilan biologique, par exemple. En tout cas, de faire un suivi et de détecter des soucis cardiaques quand on est déjà à risque. Oui, ou même quand on pense qu'on n'est pas à risque, mais une partie seulement. Donc, si on veut faire un vrai bilan cardiaque, il faut faire un vrai ECG en hôpital, un ECG 10 points ou 12 points, parce que c'est comme ça qu'on... Et encore, même un ECG, ce n'est pas suffisant. Il faut faire une scintigraphie, j'ai découvert ça me concerne. Il faut faire des examens plus poussés si on veut vraiment avoir une bonne idée de la situation cardiaque. Et il n'y a pas que le cœur dans la vie, hein. Il y a le reste. Il y a tous les autres organes à suivre, exactement. Mais ça progresse, ça progresse. Alors, les awards du CES, ça, c'est tous les ans, c'est... Ils sont remis, il y en a pléthore, il y en a un paquet. Centaines, ouais. Là, tu nous en as sorti 3. Alors, un nouveau collier pour les animaux. Les awards avec de l'IA dedans. Avec de l'IA, exact. C'est vrai qu'il faut préciser ça. C'était une des grosses tendances hein, cette année. Ça fait plusieurs années, mais on sent que ça s'accélère. L'IA est présente partout. On commence à mettre des bouts de code de plus en plus complexes qui font des analyses tout seuls. J'ai pas vu un produit, il n'y avait pas d'IA d'ailleurs. C'est n'importe tout quoi, il y avait objet l'IA connecté, dedans. voilà, l'IA dedans. Moindre machin mais après, plus ou data. moins efficient. On voit que ça commence à marcher, à être de plus en plus pointu quand même. Là, tu nous en as sorti 3. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? C'est 3 trucs qui n'ont rien à voir. C'est vraiment la caverne d'Alibaba. Le premier, c'est un collier qui analyse l'aboiement de ton chien et qui va en déduire son humeur en fait. Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il n'est pas content ? Est-ce qu'il a mal ? C'est pas comme pour les bébés d'ailleurs. C'est un peu comme les bébés. On en parlait avant. Mais pourquoi il pleure encore ? Est-ce que c'est la couche ? Est-ce qu'il a faim ? Bon. En général, une maman finit toujours par le savoir et détecter. La maman, mais peut-être pas le papa ou la famille. Je suis sûre que si. Le deuxième, c'est un stylo qui est d'origine israélienne, je crois, et qui permet de lire en fait un texte. Donc c'est pour les personnes qui sont malvoyantes. Hein. Donc ça va transformer en parole ce qui est lu dans un menu. C'est du text-to-speech. On appelle du text-to-speech, effectivement. Et puis le troisième, c'est le plus intriguant que j'ai vu, c'est un système robotisé qui nettoie les ruches. Bon, c'est pas pour tout le monde. Hein. Non, il faut avoir des ruches déjà. Il faut avoir des ruches, il faut en avoir beaucoup pour que ce soit rentable. Et donc le truc, il soulève les cadres, il les nettoie, il les referme et tout. Donc c'est une robotisation dans l'agriculture, comme il y en a plein dans plein de domaines en fait. Très bien. Alors la classe à Vegas, mais en électrique, le Hummer, donc c'est General Motors qui a fait une magnifique conf d'ouverture si je ne m'abuse et qui a présenté donc un Hummer électrique. Alors ça fait un peu antinomie dit comme ça, mais il y a quand même une superbe technologie et des belles innovations. C'est dans les batteries et dans ce que ça va faire. Est-ce que Alors le retour de la marque Hummer qui avait plus ou moins disparu avait été annoncé pendant l'année 2020. Et au moment du CES, ce que General Motors a annoncé, ils ont annoncé plein de trucs en fait. Hein. Ils ont annoncé au moins 4-5 technos différentes. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est une batterie qui a un nom bizarre qui est Ultium. Et en fait, c'est une batterie qui utilise de l'aluminium en lieu et place du cobalt, qui est un matériau cher et polluant. Et rare. Et plus rare. Et donc, il remplace une partie du cobalt par de l'aluminium. Et en plus, ça, je trouve que c'est vraiment très astucieux parce que c'est pas évident de faire. Au lieu d'avoir ce qu'on appelle des cellules cylindriques, ce qui est le cas des batteries dans les Tesla par exemple, c'est des cellules à plat. Résultat, il n'y a pas d'espace vide. Donc, tu gagnes de la place. Et ça, combiné à l'aluminium, ça a permis d'augmenter d'environ, je ne sais plus, 30-40% la densité énergétique, ce qui fait qu'à un volume équivalent, on obtient une meilleure autonomie. Et donc les véhicules Hummer, comme des véhicules standards de GM, vont pouvoir disposer d'une autonomie qui maintenant va aller de 600 à 900 km. Ouais. Ça commence à devenir sympa. Quoi. Et ça se recharge beaucoup plus vite. Et aussi, c'est censé se recharger plus vite. Donc c'est une des évolutions. Il y en a d'autres. Apple, on sait, travaille sur une autre techno. Mais c'est une des évolutions du marché dans les batteries et elle était intéressante. Voilà, moins de cobalt, plus d'aluminium et surtout, ça se recharge plus vite et beaucoup plus d'autonomie.
On continue toujours dans les voitures. Alors, l'évolution des tableaux de bord. Moi, j'étais impressionnée par celui de Mercedes, avec une découpe. Ça fait un énorme écran avec 3 panneaux dans lesquels on peut avoir des contenus différents. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On voit que Byton aussi et Cadillac ont fait des choses. Byton, c'était les années d'avant. Byton s'était présenté il y a au moins 3 ans pour la première fois avec un écran qui était co-designé d'ailleurs par le français Faurecia. Et bon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu des MeToo derrière, mais avec des écrans non rectangulaires. Bon, après, ce qui compte, c'est le logiciel qui est dedans, la cartographie, les loisirs. Je crois que celui de Mercedes, comme celui de Cadillac, l'intérêt, c'est que, par exemple, si tu affiches une vidéo sur l'écran du milieu ou celui de droite, le conducteur ne le voit pas pour ne pas le distraire. Il n'y a que les passagers qui le voient. Bon, Voilà le genre d'astuce que ces gens-là produisent. Alors, tout ce qui est pour voyager, les taxis volants électriques avec des autonomies de plus de 100 km, on en parle ou pas? Est-ce que ça va enfin arriver? Tous les ans, il y a un zozo ou 2 zozos qui présentent un drone qui te promet un trajet aéroport-ville pour pas cher, ou cher d'ailleurs, avec des avions plus ou moins probables. Je dirais non. C'est encore un truc qui ne devrait jamais décoller. L'année dernière, il y avait Uber qui présentait 2 trucs énormes, un créé par Bell et un autre géré par Hyundai, avec des maquettes de trucs de 10 mètres de large en disant voilà, ça va vous servir à faire du commuting. Et un an plus tard, Uber abandonne la partie et revend le truc. Donc, voilà. On avait aussi un magnifique prototype de chez Cadillac. Alors tous les ans, c'est pas un prototype, c'est une image de synthèse. Ouais, carrément. Pardon. Mais ça nous vend du rêve, ça a un design incroyable. C'est surtout pour faire bosser les équipes de design en fait à faire des jolies choses. Mais en fait, ces trucs-là, exactement, ça sert à faire bosser les boîtes de design qui servent à faire rêver les gens. C'est du marketing, mais ça sera jamais construit ce truc-là, ça sera jamais vendu. Ça peut pas voler en fait. Ça pourrait techniquement voler. Tu mets 4, peut-être pas avec ce format-là exactement, mais en théorie, ça pourrait voler, mais aucun intérêt. En plus, il y a un seul passager. Franchement, c'est une Cadillac, c'est du luxe. C'est le luxe. C'est l'incarnation, c'est la marque haut de gamme de chez GM. Voilà, quoi. Alors, on va faire les petits coups de cœur start-up. Alors, moi, j'ai repéré Bodyguard. C'est une start-up, c'est de l'intelligence artificielle pour le coup. Ça permet en fait de scanner tout ce qui est... c'est costaud. C'est pour protéger en fait, et en particulier les jeunes. Ça lit tous les commentaires sur les réseaux sociaux et tous les textes qui se passent sur les réseaux sociaux et ça détecte et ça supprime les textes qui seraient agressifs, violents ou qui pourraient porter atteinte aux personnes. Et c'est ça qui est servi pour Trump alors récemment? Il aurait fallu, c'est bien dommage. C'est français. Donc c'est une petite start-up française, donc ça mérite de les voir. Je trouvais que c'était intéressant et pour une fois ils étaient présents au CES. Et toi, est-ce que tu en as Alors je vais parler d'une boîte que j'avais déjà vue l'année dernière, qui revenait pour la seconde fois. C'est bien, ils sont encore vivants, c'est intéressant quand même. Et c'est une boîte qui fabrique des batteries qui sont recyclables et on va dire bio, c'est-à-dire qu'ils utilisent des matériaux non polluants. Ça s'appelle BEFC. Et alors c'est pas des batteries qui vont aller dans ta voiture ou dans ton téléphone, mais c'est des batteries qui vont aller dans des objets jetables ou des objets utilisables une fois. C'est vraiment tout petit. Vraiment tout petit. Et c'est des batteries plates, flexibles. Et c'est très intéressant. C'est probablement dédié à des marchés de niche. C'est pas forcément dédié à des marchés comme les téléphones. Mais j'aime bien ce genre d'innovation, vraiment très technologique et avec une valeur d'usage qui est pas négligeable. Alors, on va finir par le quantique, parce que c'est quand même notre dada tous les deux. S'il n'y a pas de quantique, on n'est pas au complet. C'est voilà, on serait déçus. Il y avait encore du quantique. Alors, il y avait encore du quantique bullshit et puis du vrai quantique. Digital Quantum Bio, qu'est-ce que ça fait ou pas? Alors, Digital Quantum Bio, c'est un truc absolument énorme. C'est des gars qui t'expliquent qu'ils vont travailler sur les ondes avec des rayons cosmiques, avec du spin d'électrons. Enfin, c'est un discours scientiste de taré. Et à la fin, tu dis, mais ça marche comment leur truc? Et ils t'expliquent qu'en fait, ils envoient des sons et des lumières avec ton téléphone et ça va te guérir du Covid et de n'importe quoi. Voilà. Et c'est des Coréens. Comme quoi, les escroqueries, il y en a dans tous les pays. Dans tous les pays. En Europe, Donc, il est beaucoup plus sérieux, par contre, Qblox, il vient du Pays-Bas, qui génère des micro-ondes pour qubits supraconducteurs. Alors, c'est un peu space. En plus, ils ont gagné un award. Ils étaient honorés des awards au CES. Pour le coup, c'est vraiment sérieux. J'ai passé 1 heure hier en Zoom avec eux. C'est très intéressant ce qu'ils font, mais c'est incompréhensible pour le commun des mortels. C'est ce qu'on appelle dans le jargon français une technologie habilitante, ou une enabling technology. C'est une technologie qui rend possible un certain nombre de choses dans des ordinateurs quantiques qui sont déjà compliqués à comprendre. C'est un petit bout d'ordinateur quantique, mais qui va permettre beaucoup de choses. Ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, il y avait 3 sociétés hollandaises du quantique qui étaient poussées à être présentes au CES par, en gros, leur gouvernement ou leur collectivité locale. Et ils étaient 3, dont un qui a gagné un prix. Je leur ai demandé, mais c'était utile pour vous d'être au CES? Ils ont dit oui, ça nous permet de faire plein de promotions chez nous, dans notre propre pays. C'est comme la French Tech pour la France. Bon, en parlant de promotion du quantique, c'est vrai qu'on attend toujours le plan quantique en France. Et c'est peut-être bientôt. Voilà, c'est peut-être bientôt. Donc du coup, si ça vous intéresse, on vous recommande toujours d'aller lire le livre d'Olivier qui fait juste 684 pages, ça se lit tout seul.
pour s'endormir, c'est Petit top. déjeuner. Comprendre l'informatique quantique, donc c'est en ligne sur le. Et puis aussi, si vous voulez faire plus simple et vous endormir avec nos 12 voix, on a aussi 2 podcasts. Quantum, le podcast de l'actualité quantique qui a tous les 15 jours, et Décode Quantum avec French Web, où là, on interviewe les scientifiques et tous les acteurs du quantique. Et on a vu plein de beaux mondes, dont Alain. Alors, et sur le CES, donc il n'y a pas de rapport cette année comme je faisais avant. Oui. J'ai arrêté l'année dernière, mais j'ai quand même un compte rendu que j'ai publié aujourd'hui même sur mon propre blog. Il fait une trentaine de pages. Donc c'est probablement plus dense que beaucoup de comptes rendus qui circulent dans la nature. Donc vous pouvez quand même en profiter. Il faut une demi-heure à 1 heure pour le lire. Bon. Voilà. Merci. Je voulais vous remercier tous les deux parce qu'on était très heureux de vous avoir cette année avec nous. Normalement, on est tous à Vegas, comme vous le savez, et cette année, c'est une année un peu spéciale. Donc, on voulait réunir un peu la famille. C'est ça, ouais. On n'a pas fait nos 18 km hebdo tous ensemble. Hein. Pas cette année. Quotidien, tu veux dire? Oui, quotidien, t'as raison, c'est de la fatigue. Merci encore les amis, à bientôt.